Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Parlons tout de suite de tourisme pour commencer. ITM, International Tourism Fair of Madagascar, et l'IHM, International Handicraft Fair of Madagascar, deux grands événements qui mettent à l'honneur le tourisme et l'artisanat malagasy sur la scène internationale. Deux secteurs complémentaires étroitement liés qui représentent d'importantes sources de devises pour Madagascar, font vivre de nombreux citoyens et constituent des piliers du développement durable. Le président Andry Rajoelina, présent au CCI IVAT pour son ouverture, a déclaré que leur promotion est une des priorités nationales. Judicaël Ranjanirin, Andry. C'est à travers un spectacle à la fois divertissant et valorisant pour l'île, sa richesse culturelle, la beauté de sa population et le talent de la jeunesse malagasy qu'a été lancée la 11e édition de l'ITM au CCI IVAT. Le tourisme à Madagascar se tourne résolument vers l'avenir, vers un tourisme durable, et le thème retenu pour cette édition 2025 en cohérence avec cette vision prospective. Une thématique qui s'aligne également sur les efforts de l'État, qui a fait du développement du tourisme une priorité nationale, à travers diverses actions concrètes destinées à soutenir, structurer et renforcer le secteur. Des actes, pas des discours, a martelé le président Andry Rajoelina. Les exportations artisanales ont atteint plus de 39 millions d'euros en 2024, comparativement à 17 millions d'euros en 2019. Ce progrès manifeste traduit un taux de croissance moyen annuel de 18,10% sur la période de 5 dernières années. Nos artisans, au nombre de 2 326 000 en 2022, assurent le quotidien de plus de 12 millions de Malgaches. Ces statistiques indiquent que l'artisanat est un secteur créateur d'emplois et qu'il mérite d'être valorisé. En parallèle à l'ITM, l'IHM International Handicraft Fair of Madagascar en est à sa 2e édition cette année. Un secteur artisanal en constante évolution depuis 10 ans et dont les retombées économiques ne cessent de croître. Les 4 jours de l'ITM et de l'IHM représentent un véritable levier pour les professionnels du domaine. Le tourisme durable est une priorité, car elle représente une opportunité économique et sociale. L'État malagasy est pleinement engagé pour encourager et soutenir les investissements touristiques responsables et accompagner les régions et les communautés locales dans la promotion de Madagascar à l'international. Mais surtout, nous voulons garantir un cadre favorable de l'épanouissement de l'ensemble du secteur touristique. Aujourd'hui, nous sommes déterminés encore à déployer les efforts qui ont été entrepris depuis les dernières années et dont nous commençons à récolter les fruits. Nous sommes en train de transformer notre vision en action, notre action en projet et les projets en réalité. Et d'ailleurs, cette année et dans quelques mois, au minimum, 5 projets hôteliers de 5 étoiles vont sortir de terre. C'est-à-dire, nous ne sommes plus là pour faire un discours. Nous sommes là pour travailler, pour déployer tous les moyens et que dans quelques années, nous pourrons en récolter le fruit et de faire Madagascar une destination phare. Tourisme, artisanat, les deux secteurs évoluent, tout comme les événements qui les mettent en lumière. Le nombre de participants atteint 500 cette année contre 400 l'an passé. Le nombre de partenaires a, lui aussi, doublé. L'édition 2025 de l'ITM et de l'IHM met également l'accent sur l'importance de la coopération régionale dans l'océan Indien
avec la présence du ministre du Tourisme de l'île Maurice comme invité d'honneur en marge du sommet des îles Vanille organisé à Madagascar. Et de nombreuses offres touristiques et artisanales sont proposées à l'ITM et à l'IHM. Au-delà des avantages pour les visiteurs, ce grand événement international dédié au tourisme et à l'artisanat présente également des opportunités concrètes pour les opérateurs économiques. Fin de Sénamirai, Yves Janel. Cette grande manifestation internationale du tourisme organisée au CCI Ivatu est l'occasion de faire connaître des destinations touristiques encore peu fréquentées, mais qui possèdent de réelles valeurs dans le paysage touristique du pays. On y découvre aussi de nombreux circuits touristiques développés par les acteurs du secteur. Les nombreuses réductions disponibles sur place participent à rendre l'événement accessible et avantageux pour les Malagasy, soutient Yunzanien Ranevoirman, PCA de l'ONTM. Outre les visiteurs locaux, l'ITM permet aux opérateurs de faire connaître et de vendre leurs offres touristiques sur le marché international. L'ITM, International Tourism Fair of Madagascar, 11e édition, et l'IHM, International Handicrafts of Madagascar, 2e édition, sont ouvertes au public jusqu'à ce dimanche au CCI Ivatu. C'est une grande première pour le groupe Sodiat, présent depuis des années dans des secteurs clés comme le transport, l'immobilier ou encore l'hôtellerie. Le groupe a franchi une nouvelle étape en participant pour la première fois à l'ITM. Publie reportage. Installé au CCI Ivatu sur les stands PT1, PT2 et PT3, parmi les exposants de prestige, le stand du groupe Sodiat attire l'attention par son design moderne et son accueil professionnel. L'objectif, valoriser son savoir-faire, faire connaître ses services touristiques et surtout affirmer son rôle dans la redynamisation du tourisme malgache. Pour cette édition de l'ITM 2025, le groupe Sodiat est fier de sponsoriser officiellement l'ITM et de participer également pour pouvoir mettre en avant les diverses entreprises qui sont présentes dans le groupe et qui touchent le secteur du tourisme. Durant ce salon, on est là pour présenter des entreprises qui touchent le secteur des hôtels, bien évidemment, mais aussi l'immobilier ou encore le transport aérien, automobile et aussi la santé. Donc on est là pour faire découvrir ce que le groupe Sodiat fait depuis plus de 35 ans maintenant. Et on est là aussi pour présenter les offres, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Avec ses filiales spécialisées dans l'hôtellerie et le transport, le groupe propose déjà des prestations touristiques de haut niveau. L'ITM est donc pour le groupe Sodiat une vitrine, mais aussi un tremplin. Présentation de services, échanges avec des partenaires, projets de collaboration. Cette première participation est marquée par l'ambition. Alors cette année, on a été consulté par les organisateurs, mais aussi par rapport à la vision et au développement du groupe, par rapport surtout à la vision touristique que notre président a. On a décidé cette année de mettre en avant ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire pour contribuer au pays. Les entreprises qui touchent directement et indirectement, il y en a à peu près 6. Quand je dis directement, c'est les hôtelleries, c'est les hôtels. Et quand je dis indirectement, c'est par exemple avec Autodiffusion, on veut promouvoir le tourisme éco-responsable avec les voitures électriques. Et avec l'aviation, c'est promouvoir le tourisme de luxe. Avec l'immobilier, c'est mettre en avant l'immobilier pour les potentiels investisseurs étrangers ou toujours aussi pour le tourisme de luxe. Avec cette première participation à l'ITM, le groupe Sodiat fait bien plus que s'exposer, il s'engage. Une nouvelle page s'ouvre pour ce géant malgache, désormais tourné vers l'avenir du tourisme sur la Grande Île.
Et aujourd'hui également s'est tenu le premier face-à-face entre le gouvernement et les membres de la Chambre basse pour cette session. Le Premier ministre Tsai Christian a ouvert la séance en présentant ministère par ministère les réalisations effectuées ainsi que les projets en cours. Dans un second temps, chaque député a disposé de 4 minutes pour adresser ses questions aux membres du gouvernement. Andeniana Martina, Anzara Razonarvel et Sech Andjanab pour plus de détails. Parmi les problèmes qui suscitent actuellement de nombreuses plaintes de la part de la population urbaine figure le délestage. Le sujet a été évoqué aujourd'hui par le Premier ministre, chef du gouvernement Christian Tsai, lors de son allocution, au cours de laquelle il a présenté le bilan des actions gouvernementales. Concernant spécifiquement le réseau interconnecté d'Antananarivo, il a été indiqué qu'une partie des 105 MW prévus devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2025. Par ailleurs, des stratégies ont été mises en place pour l'entreprise publique Jirama, a ajouté le Premier ministre, dans le but de redresser la situation et d'améliorer les services fournis à la population. L'aspect social a été particulièrement mis en lumière dans le bilan présenté aujourd'hui. Parmi les secteurs prioritaires pour le gouvernement figure la santé publique, selon les précisions. Cela inclut l'approvisionnement en médicaments, les campagnes de vaccination, la fourniture d'équipements médicaux, ainsi que la construction et la réhabilitation des centres de santé. Il a notamment été indiqué que 16 hôpitaux aux normes internationales sont actuellement achevés à 100%. À l'issue de la présentation du bilan par le Premier ministre, les députés ont entamé une série de questions directes adressées aux membres du gouvernement. Chaque député, conformément à la décision de la majorité, disposait d'un temps de parole de 4 minutes pour s'exprimer. Cette séance d'échange entre l'Assemblée nationale et le gouvernement se poursuivra jusqu'à demain. Dans un tout autre sujet, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dama Arsène, a reçu dans son bureau à l'Arbi hier le représentant résident du PNUD à Madagascar, le docteur Edouard Christou. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur collaboration à travers le projet intitulé « Renforcement du processus électoral et démocratique à Madagascar ». Les échanges ont également porté sur les différentes étapes entreprises par la CENI pour améliorer le processus électoral à Madagascar. Le représentant résident du PNUD a souligné que les actions menées par la CENI dans l'organisation et la préparation des élections ont été bien menées. Parmi les efforts envisagés par la CENI pour améliorer davantage le processus électoral figure l'utilisation des technologies, notamment à travers la biométrisation. Le PNUD soutient pleinement cette initiative majeure de la CENI et se dit prêt à collaborer pour sa mise en œuvre à Madagascar. Social, la soavana ou la circoncision peut être pratiquée à tout moment de l'année selon un médecin. Au-delà de sa valeur culturelle et traditionnelle, cette pratique est également justifiée par des raisons médicales. Fajesena Mireille, Yves Janel. La saison hivernale, comme en ce moment, est souvent une période privilégiée pour pratiquer la circoncision. De nombreux parents choisissent actuellement de faire circonscrire leurs enfants dans des cliniques. D'après la tradition, ce rite marque le passage à l'âge d'homme. La circoncision ne se limite pas forcément à la saison hivernale. D'après les médecins, elle peut être réalisée à n'importe quelle saison, que ce soit le matin ou le soir. L'essentiel, c'est de respecter les règles d'hygiène et les consignes médicales. Il existe aussi des familles pour lesquelles la circoncision est indispensable afin que la personne puisse être inhumée dans le tombeau familial. Ce critère coutumier explique pourquoi certains parents y tiennent tant. En sport, les Barrés à Madagascar A, c'est-à-dire la sélection malagasy composée uniquement de joueurs évoluant localement, se sont qualifiés pour les demi-finales de la COSAFA Cup 2025 qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. La qualification a été obtenue à l'issue du dernier match du groupe grâce à la victoire de la Tanzanie face à l'Eswatini, un résultat qui a joué en notre faveur et nous a permis de décrocher le ticket pour les demi-finales.
Anzar Razanarabelu. Après une victoire 1-0 contre la Tanzanie et un match nul 1-1 face à l'Eswatini, Madagascar était en tête du groupe, mais la qualification dépendait encore du résultat du match entre l'Eswatini et la Tanzanie qui s'est joué hier. La Tanzanie a battu l'Eswatini sur le score de 2-1, ce qui a permis aux Barea de conserver la première place du groupe C avec 4 points. La Tanzanie termine deuxième avec 3 points, tandis que l'Eswatini ferme la marche avec 1 point. Ainsi, seuls les premiers de chaque groupe accédant aux demi-finales, Madagascar s'est qualifié en tant que leader du groupe C. C'est l'Angola, première du groupe B, qui affrontera Madagascar demain en demi-finale. Dans l'autre demi-finale, l'Afrique du Sud, pays hôte et premier du groupe A, sera opposé aux Comores, leader du groupe D. Et culturel, pour terminer les actualités locales, l'artiste Tiakola a littéralement enflammé le Palais des Sports de Mamasne hier soir avec un concert d'environ 2 heures durant lequel il a interprété les titres qui ont fait de lui une icône auprès de la jeunesse. Le spectacle peut être qualifié de véritable succès avec une salle comblée et une ambiance survoltée. Natera Koutoumaf et Nzara Njiansou nous font revivre ce spectacle. Il n'y avait pas une seule chanson que les jeunes présents ne connaissaient pas hier soir lors du concert de Tiakola au Palais des Sports et de la Culture de Mamasne. Une salle pleine à craquer, essentiellement composée de jeunes de moins de 25 ans, des fans inconditionnels de Tiakola qui ont chanté en chœur tous ses morceaux. Tiakola est sans contexte une figure très populaire auprès de cette génération. Parmi les titres les plus repris par le public figure Teia, sorti il y a moins d'1 an. Hier, toute la salle chantait avec lui à l'unisson, un moment fort du spectacle. Un autre moment marquant du concert de Tiakola Madagascar a été la participation de jeunes qui ont chanté avec lui. Ce jeune garçon, l'un des heureux élus, déclare être un fan absolu de l'artiste. Le spectacle de Tiakola Madagascar est un franc succès, à l'image des autres événements internationaux déjà organisés par Nasprod. La chaîne Viva Madagascar figure également parmi les partenaires de l'événement. À l'international, un Boeing 787-8 de la compagnie Air India qui devait atterrir à Londres s'est écrasé ce jour dans une zone habitée à Ahmedabad, ville du nord-ouest de l'Inde. Il transportait au moins 242 passagers, dont 12 membres de l'équipage, rapporte l'agence Associated Press.
Selon les autres éléments qui nous parviennent, cet avion s'est écrasé à quelques minutes, même peut-être moins de 2 ou 3 minutes après son décollage, et selon des vidéos qui sont diffusées sur les chaînes d'information indiennes, cet avion, on le voit, est en train de prendre de l'altitude et soudainement il commence à en perdre jusqu'au crash, jusqu'à son crash bien dans une zone résidentielle. Il y a également des images qui nous parviennent où l'on voit la queue en fait de l'avion qui est suspendue à des arbres ou sur les toits d'habitation. Selon également les dernières informations qui nous parviennent, parmi ces 242 passagers, il y aurait à peu près 170 Indiens et une cinquantaine de Britanniques. Cela vient de tomber, sachant qu'en plus, il y a également des Britanniques qui peuvent aussi avoir des origines indiennes. Il faut savoir que pour la compagnie Air India, elle parle d'une tragédie, cette compagnie qui a été à nouveau privatisée il y a quelques années de cela, qui appartient désormais au groupe Tata. Et bien cette compagnie essaie de relancer cette compagnie qui était criblée de dettes en achetant énormément d'appareils, en faisant d'ailleurs l'une des plus grandes commandes d'avions, notamment auprès d'Airbus, il y a 2 ans de cela. L'avion qui est impliqué dans cet accident est un avion de la compagnie Boeing, c'est un Dreamliner. Il a été livré à la Air India en 2014, donc on peut clairement dire qu'il était récent. C'est clairement un jour une tragédie nationale qui est actuellement en train de se jouer dans l'ouest du pays. Absolument, parce qu'il va y avoir donc le bilan en termes de nombre de passagers, mais également le bilan au sol. En Inde, très souvent d'ailleurs, hein, il faut rappeler qu'il y a énormément d'habitations autour des aéroports. C'est un vol pourtant qui est régulier, qui relie la capitale de cette région qui est le Gujarat, cette région dont est originaire le Premier ministre indien Narendra Modi, à l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. C'est vraiment donc un vol régulier qui n'a jamais eu de problème, puisqu'il y a des forts liens économiques, mais également familiaux entre l'État du Gujarat et également le Royaume-Uni, une grande diaspora indienne qui voyage pour des raisons de business, d'entreprise ou tout simplement pour des liens familiaux, pour voir leur famille en Angleterre. Et les États-Unis ont annoncé réduire leur effectif en Irak après des menaces iraniennes en cas d'échec des négociations sur le nucléaire avec Téhéran. Donald Trump évoque des raisons de sécurité. France 24. À l'intérieur de l'ambassade des États-Unis en Irak, beaucoup moins de personnel américain désormais. Une décision prise directement par la Maison-Blanche. Donald Trump a appelé à déplacer une partie du personnel américain au Moyen-Orient sur fond de tensions avec l'Iran. Le personnel américain au Moyen-Orient est en train d'être déplacé parce que cela pourrait être un endroit dangereux et nous verrons ce qui se passera. Mais nous avons donné un avis de départ. En cause, des menaces iraniennes alors que Washington et Téhéran sont en plein pourparlers sur le nucléaire iranien. Les deux pays discutent depuis plusieurs mois maintenant sur un texte qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique en échange de la levée des sanctions. C'est la question de l'enrichissement en uranium qui bloque. Les États-Unis demandent à l'Iran d'y renoncer, ce que Téhéran refuse, avec désormais une mise en garde. Si les discussions n'aboutissent pas à des résultats et qu'un conflit nous est imposé, les pertes de l'ennemi seront bien plus importantes que les nôtres. Dans ce cas-là, les États-Unis devront quitter la région car toutes leurs bases militaires sont à notre portée. Nous y avons accès. Et sans hésitation, nous les ciblerons toutes. Les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires autour de l'Iran, avec une très importante au Qatar. Les discussions entre les deux pays doivent reprendre dimanche à Oman. Pour terminer, après 9 ans de négociations, la barrière entre le territoire britannique et l'Espagne va enfin disparaître, facilitant le quotidien des 15 000 travailleurs transfrontaliers et renforçant les échanges économiques dans la région. France 24.
Après le protocole sur l'Irlande du Nord, il ne restait plus que Gibraltar. 5 ans après le Brexit, les partenaires dévoilent enfin un accord de libre circulation des biens et des personnes entre l'Espagne et l'enclave britannique. Nous sommes parvenus à un accord historique. Nous sommes parvenus à un accord définitif entre l'Union européenne, l'Espagne et la Commission et la délégation du Royaume-Uni. Cet accord marque véritablement un avant et un après. Depuis le Brexit, 15 000 personnes traversent quotidiennement la frontière entre l'Espagne et Gibraltar grâce à un accord provisoire signé in extremis en 2020. La version définitive ne prévoit aucun contrôle pour les arrivées par la route, mais une double vérification à l'aéroport par des fonctionnaires gibraltariens et espagnols. Ce sont ces derniers qui assureront l'intégrité de l'espace Schengen. Les dispositions ressembleront à ce que l'on trouve à Saint-Pancras à Londres, où il y a des agents des douanes françaises et en deuxième ligne des agents britanniques. Le compromis doit encore être validé par les parlements britanniques et gibraltariens, mais le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déjà salué un grand jour, tout en rappelant que Madrid ne renonçait pas à ses revendications sur Gibraltar, cédé à la couronne britannique au XVIIIe siècle.